Salut à tous et bienvenue dans les recettes ludiques. C'est Dylan. Salut, moi c'est Ben. Et aujourd'hui on va vous présenter Sankoré. Sankoré est un jeu de Fabio Lopiano et Mandela Fernandez Grandon. Il est illustré par Yann O'Toole et édité chez Osprey Games. Il n'est pas encore localisé en français, messieurs, dames les éditeurs, si vous voulez y aller, c'est le moment. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 3h et une difficulté qu'on estime sur BGG à 4 sur 5. Avant de commencer, vous pouvez tout de suite noter que nous avons nous-mêmes acquis les boîtes que vous voyez ici. Ça n'a pas fait l'objet d'un envoi de boîte presse. Dans Sankoré, The Pride of Mansa Musa, vous êtes à la tête de la prestigieuse université de Sankoré au XIVe siècle, durant le règne de Mansa Musa. Durant ce jeu, vous allez vous occuper d'étudiants dans 4 disciplines distinctes, à savoir la théologie, l'astronomie, les mathématiques et le droit. Sankoré est joué sans structure particulière de manche. On joue au tour par tour jusqu'à ce que les conditions de fin de partie soient atteintes, auquel cas on déclenche le scoring de fin de partie après avoir terminé le tour de table. Le scoring de fin de partie est un petit peu particulier puisque les joueurs ne vont marquer des points qu'en fonction des étoiles qu'ils possèdent, des étoiles qui sont présentes dans les 4 couleurs qui correspondent aux 4 disciplines qu'on a vues précédemment, qu'on va multiplier par leur valeur, à savoir la valeur de la bibliothèque. Dans cette bibliothèque, on a 3 étagères, des livres des couleurs correspondantes. En fonction des majorités qu'on a sur chacune des étagères, les couleurs vaudront plus ou moins de points à la fin de la partie. Lors de son tour, un joueur réalise 2 actions différentes. Première action disponible consiste à récupérer un étudiant sur l'une des 4 sections, un étudiant le plus à droite, et de le placer dans le cursus correspondant sur son plateau personnel. Deuxième action possible, obtenir une faveur. En fonction de la position de votre curseur sur cette piste, vous allez pouvoir récupérer une faveur en contrepartie d'une tuile qui va fermer des emplacements destinés à recevoir les fameuses étoiles sur votre plateau joueur. Vous pouvez aussi choisir de renoncer à la faveur et de faire l'inverse, c'est-à-dire de retirer une tuile de votre plateau joueur et libérer ainsi des espaces. Troisième action disponible, vous pouvez obtenir un cours avancé en dépensant un livre depuis votre plateau personnel. Ici, nous pouvons dépenser un livre turquoise. Tout livre dépensé est placé dans la bibliothèque pour obtenir un cours avancé qui sera posé sur votre plateau personnel. Quatrième action possible, vous avez la possibilité de diplômer l'un de vos étudiants. Pour ça, vous payez à nouveau un livre que vous placez dans la bibliothèque et vous pouvez diplômer un étudiant en fonction de sa couleur et du niveau atteint dans le cursus scolaire. Dernière action disponible, vous pouvez donner un cours à l'un de vos étudiants en le plaçant sur une tuile de votre plateau personnel. Cette action va vous permettre d'interagir avec le plateau principal, tout d'abord avec l'astronomie, où nous dépensons de l'or afin de gagner du sel. Vous pouvez aussi interagir avec la théologie, où nous dépensons du sel afin d'obtenir des livres. Dernier endroit du plateau où nous pouvons interagir, ce sont les mathématiques, où nous dépensons des livres afin d'y gagner de l'or, ainsi que des points de fin de partie. Ces 3 actions forment un cycle. Dernière section disponible, le droit, dans laquelle nous allons dépenser les ressources citées précédemment afin d'obtenir des bonus. Ces bonus seront placés sur le plateau personnel et s'activeront lors de l'activation des cours avancés. C'est la partie moteur du jeu. Chaque discipline dans sa partie supérieure vous permettra d'obtenir des bonus très importants. De la même manière, vous allez pouvoir obtenir des tuiles qu'on appelle des tuiles Sankoré qui viendront se placer dans le madrasa, c'est cette zone dans la partie mathématique. Et ce sont ces tuiles qui vont mettre fin à la partie dès que la 12e tuile sera placée dans le madrasa, la fin de la partie est déclenchée, on termine le tour de table et ensuite on va s'intéresser à la fameuse bibliothèque. Sur chacune des étagères, on va regarder quelle couleur de livre est majoritaire. Cette couleur obtiendra 2 points. De la même manière, on va regarder quelle est la 2e couleur majoritaire sur chacune des étagères. Cette 2e couleur obtient 1 point. On fait un total par couleur qu'on va multiplier par les étoiles que possède chaque joueur et ce total va déterminer le gagnant ou la gagnante qui sera celui ou celle qui possède le plus de points de victoire. On passe maintenant à la partie critique. J'ai personnellement fait 8 parties de Sankoré, dont 4 à 2 joueurs, et j'ai testé toutes les configurations possibles du jeu. Carrément. En fait, on a joué ensemble, les 4 parties à 2 joueurs, on les a fait ensemble. J'ai aussi joué dans toutes les configurations. J'en ai fait aussi 8 parties, et donc, régal, quoi, voilà. D'une manière générale, on va dire que on adore le jeu, on est très enthousiaste dessus. Voilà, et puis, on va commencer tranquillement. On passe à la partie gameplay. Par le gameplay.
Premier point sur le gameplay qui est assez central pour moi dans le jeu, c'est le fait que il y a un scoring qui est extrêmement marqué. C'est le premier truc qui nous a un petit peu tous choqués un peu, je pense, quand on a lu les règles et qu'on a vu que le scoring était composé uniquement de cet élément bibliothèque multiplié par les étoiles que possèdent les joueurs. C'est très très sec. Il y a 0 point pendant la partie. Il y a que ce critère-là à la fin. Il y a 0 salade de points. On s'emmerde pas à compter des trucs dans tous les sens. Juste, on fait les majorités dans la bibliothèque multipliées par le nombre d'étoiles. Terminado. Extrêmement atypique. C'est très particulier. Ça donne une sensation qui est vraiment bizarre. La première fois, enfin vraiment, c'est hyper sec, c'est très difficile d'ailleurs de déterminer qui gagne, en fait, parce que un écart en fait important, une couleur par exemple qui vaut 4 contre une couleur qui vaut 2 ou 1, on a la sensation que le gars en face a plein d'étoiles, mais plein d'étoiles de la mauvaise couleur, et donc en fait il se fait complètement ratiboiser. On s'est fait avoir dans des parties où on pensait être devant, et on se fait ratiboise complet. Et donc franchement c'est assez marquant. En tout cas c'est vraiment un élément qui va être déterminant, je pense, dans l'appréciation du jeu. D'autant plus que ça peut changer jusqu'au dernier moment. Exactement. Les ça peut aller jusqu'à très tard dans le jeu. Exactement. Il y a des limites quand même à cette bibliothèque. La tuile n'est pas non plus infinie, donc à un moment donné, ça se termine. Donc vous voyez, quand on arrive au bout, on sait qu'on a terminé. En gros, les majorités sont figées. Tu peux t'amuser à boucler une étagère sur cette ligne. Voilà, c'est ça. À condition qu'on aille jusque là. On n'en a pas parlé, mais il y a un verso quand même à cette tuile où on a en fait la même chose, mais on a 6 étagères différentes. Donc 3 qui sont... Les majorités sont différentes, c'est-à-dire que la majorité sur les 3 premières étagères, ça sera 2 points pour le premier, et pas de points pour le deuxième. Et la majorité pour les 2 autres, enfin la deuxième partie au niveau des étagères, c'est 1 point pour le premier et pas de point non plus pour le deuxième. J'avais jamais remarqué, tu vois. Donc là, en fait, c'est vraiment des points que pour les premiers. Moi, j'ai jamais joué avec ce mode. Je sais pas jouer non plus, malheureusement. Faudrait qu'on l'essaye, mais c'est vrai qu'en fait, comme on joue très souvent à 2, on s'est dit qu'avec 6 étagères, ça serait moins intéressant. Mais par contre, j'avais pas noté cette nuance. Je pense que la nuance n'est pas... c'est pas négligeable du tout. Bah tiens, on va peut-être l'essayer après alors. Pourquoi pas. Bon, à voir. Mais en tout cas, ça peut être effectivement une idée. Point de vue gameplay, moi, ce qui m'a marqué, c'est sa pureté. Je le trouve vraiment pur dans ses règles. Les règles sont quand même super simples, je trouve. Enfin, vraiment très abordables pour un euro de ce calibre-là. Sa difficulté, pour moi, elle va résider vraiment dans son opacité. En tout cas, dans les premières parties. Et c'est un vrai jeu où il va falloir le poncer, quoi. Tu vas sentir que tu vas t'améliorer de partie en partie. Exactement. Et tu vas mieux sentir qu'est-ce qui se passe au niveau des majorités dans la bibliothèque. T'as besoin de faire des parties, en fait. Parce que faire des parties. Les premières parties, en fait, t'es dans le brouillard. Ce qu'on appelle opacité, c'est le fait d'être dans le brouillard sur les premières parties. C'est-à-dire que vous avez compris les règles, vous savez comment le jeu se joue. Le problème, c'est que vous voyez pas les conséquences à long terme des actions que vous allez mener. Et notamment, il y a une forte dépendance entre les ressources. Moi, je trouve que ça, c'est quand même assez marquant aussi. Cette dépendance de ressources, elle est assez particulière. Il n'y a pas de trade qui existe. Je peux pas échanger du sel contre de l'or à un moment donné, sauf en allant faire l'action qui va me permettre d'aller échanger du sel contre des bouquins, puis en faisant l'action qui me permet d'aller échanger des bouquins contre de l'or. Donc, il y a quand même des étapes à respecter et un certain ordre qui fait qu'à un moment donné, vous allez peut-être être dans un timing dans le jeu, notamment sur les premières parties, où vous allez vous trouver sans la ressource nécessaire. Vous allez vous dire comment j'obtiens cette foutue ressource, comment j'arrive à obtenir des bouquins pour aller dans la partie mathématique. Ça, c'est quand même, je trouve, assez marquant. Et c'est vrai que les premières parties, en fait, on est lâché au milieu de ça et on tâtonne à mort, quoi. Et puis le problème, par contre, c'est que ça peut entraîner une forte AP. Alors, surtout dans les premières parties. Bien sûr, exactement. Ça, c'est très clair. Il y a des tours qui peuvent être très longs parce que, effectivement, vous avez besoin de bien saisir quelle est la meilleure action à réaliser lors de votre tour et quel va être l'impact. Si je sors un étudiant ici, j'ouvre cette opportunité pour le prochain, mais en même temps, si je fais ça, je récupère plus de bouquins, j'influence plus la librairie. Et c'est pour ça que pour moi, il est plus, en tout cas, là où j'en suis encore actuellement sur le jeu, il est plus à portée tactique que stratégique pour moi. Il y a beaucoup d'histoires de tempo dans le jeu, ok, je prends ça, mais je laisse telle opportunité aux joueurs derrière. Il y a vraiment un énorme aspect tactique, et la stratégie est beaucoup plus floue, due à l'opacité du scoring, en fait, et beaucoup plus malléable et changeante au cours du temps. Elle est floue, elle est lointaine. En fait, elle met beaucoup de temps à arriver. Le problème, c'est que si vous vous en préoccupez pas du tout, par exemple, que vous laissez complètement la bibliothèque à la main des autres joueurs, le souci, c'est que vous allez être dépendant de leur scoring. Donc, soit vous décidez de faire un petit peu de tout au niveau des étoiles, auquel cas vous allez avoir une sorte de moyenne au niveau des points, soit vous misez vraiment sur une couleur, mais pour ça, il faut que vous arriviez à influencer la bibliothèque, et même dans la bibliothèque, il y a plein de façons de se comporter. Est-ce que je vais forcer sur une même ligne une couleur où je me dis,
Là, je suis peinard, je suis sûr Celle-là, d'être je me l'assure. majoritaire et j'ai 2 points Ouais. au minimum pour cette couleur. Mais le problème, c'est que du coup, si les autres jouent une autre couleur sur 2 lignes, bah, l'autre couleur vaudra 4 points. Ça crée un différentiel. On est toujours Non. tenté, en fait, Ouais, de se dire, c'est exactement ça. je vais contrecarrer ce que tu es en train de faire sur cette étagère-là. Ah ouais, mais en fait, du coup, j'ai laissé ouvert l'étagère où j'étais avant. En fait, c'est toujours du tir à la corde. Ah sur ouais, les 3 c'est- étagères ah ouais. et t'es Et tout le temps c'est en train vraiment de- permanent et je trouve Ouais. ça intéressant. Et c'est ce qui rend le jeu très bien à 2 joueurs. Oui. Parce qu'on pourrait se dire, un jeu avec de la majorité à 2 joueurs, et moi le premier, hein, ça m'intéresse pas. Peu, en tout cas. Je trouve ça beaucoup moins bien. Ouais, parce que ça sonne nul, mais en fait, Mais en fait, On n'a pas les ici, mêmes ça intérêts. fonctionne bien parce que c'est pas de la majorité directe. C'est-à-dire que c'est pas le joueur qui est majoritaire, c'est indirect et c'est le shared incentive dont tu parlais. C'est, en fait, c'est que c'est la couleur qui vaudra mieux. Mais la couleur, elle est présente chez plusieurs joueurs. C'est le même délire que c'est comme le truc de stock option où on achète une partie des moi compagnies. qui Bah, aime les jeux de train, voilà, mais c'est exactement ça. Forcément. C'est on achète une partie en fait de cette couleur Ouais. et donc c'est le joueur qui va en posséder le plus, qui va être le mieux récompensé. Et le problème c'est ça, c'est que au fur et à mesure du jeu, on va quand même jouer sur différents tableaux. Forcément, si j'avantage une certaine couleur, à moins qu'il soit pas du tout présent, mais ce qui est quand même assez rare qu'on ait 0 étoile d'une couleur particulière, bah je t'avantage aussi forcément un petit peu et je prends le risque de donner des points pour la fin de la partie, mais je sais pas encore. Ah, ça c'est très fort. autre point à noter pour moi, c'est l'analyse de setup qu'il peut y avoir dans le jeu. Ouais. Effectivement, j'ai la sensation qu'on peut réussir à tourner sur environ 3 actions, enfin sur les 3 grandes sections parmi les 4, et qu'on arrive à bien embrayer, à tout bien imbriquer pour tourner sur 3 sections. Néanmoins, enfin petit bémol, j'ai l'impression que la section maths est quand même assez obligatoire. Moyennement contournable, Ouais, dans c'est la ça. mesure où en fait cette section apporte des points en fin de partie, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, une fois que vous avez mis la dernière tuile sans corée justement dans le madrasa, vous allez récupérer les étoiles qui sont à l'intérieur de cette grille, en fonction des majorités, en fonction de comment vous vous êtes positionné dedans. C'est des étoiles supplémentaires en fait, qui sont difficiles à voir, je trouve, au cours Ouais. de la partie. Ouais. Parce que les sais majorités pas, changent systématiquement, il faut que l'étoile a été retournée, donc enfin voilà, c'est assez difficile à mesurer en fait en cours de partie. Donc c'est pas qu'on découvre complètement ce truc-là à la fin, mais c'est quand même, ça joue un rôle et c'est vrai que ça rajoute une couche à l'opacité du jeu d'une manière générale. Et effectivement, le joueur qui a pas du tout joué, soit il a vraiment un gros différentiel d'étoiles avec les autres joueurs à table, soit il va y en avoir un à ce moment-là et pas en sa faveur. Exactement. Non, mais Donc c'est exactement ça risque ça, en de fait. coincer quoi. Voilà. Et j'ai principalement vu aussi, enfin pour moi la section orange semble aussi, enfin la section du droit, loi, semble aussi assez incontournable avec cette construction de moteur et ces bonus. Pour moi il me semble très très fort. La partie orange combinée au scoring, donc Ouais. moteur plus scoring, c'est vrai que ça paraît quand même assez fort. Après, c'est assez fort. moi je mets un bémol là-dessus quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des ressources, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dépendance forte au niveau des ressources dans le jeu. Pour aller dans la partie mathématique, il faut dépenser des livres. Il n'y a pas 36 moyens d'en obtenir des livres. Il y a effectivement la partie orange qui va à un moment donné se gonfler de livres. Il y a des scorings de majorité, il y a des petites choses qu'on vous a pas expliquées parce que ça prendrait vraiment trop de temps, mais simplement, la partie orange va se gonfler de livres à un moment donné, mais à des moments très précis et très ponctuels. Ça va pas durer très longtemps. Et donc, le moyen principal de se fournir des livres, c'est de passer par la théologie. Ouais. Et la théologie, du coup, ça suppose de dépenser du sel qu'on obtient dans l'astronomie. Et l'astronomie nécessite de l'or qu'on obtient dans le madrasa. Bref. Voilà. Ça reste super imbriqué. C'est imbriqué. Je sais pas si on arrive à se débrouiller qu'avec exclusivement 2 couleurs. Il faut que le jeu se mette bien. Je pense. Il faut vraiment que la partie voilà. s'embouche correctement. C'est ça. Si le jeu se met bien, je pense que c'est clairement possible. Mais ça fait partie de l'analyse Mais du ça fait setup partie, exactement. dont tu parlais. Ça fait Effectivement, on complètement peut le partie. vérifier au départ et voir un petit peu sur quelle tendance on va aller, où est-ce que ça va jouer de la même manière. Dans la partie théologie, on a plein de livres qui sont étalés. Et là, en l'occurrence, là, dans la partie qu'on vous a présentée, en fait, il y a presque tous les livres orange qui sont là. Ça veut dire que, voilà, orange-violet, ce qui veut dire que dans la réserve, il y a quasiment plus que bleu et turquoise. Donc ça veut dire que pour aller chercher le orange et le violet, il faudra déjà se concentrer là. Ça donne déjà une information sur comment on va pouvoir s'en sortir à ce niveau-là. Ce qui verrouille pas, hein, mais simplement ce qui vous donne l'info de attention, les bouquins orange, c'est chaud, il va falloir faire cette action-là si vous les voulez, quoi. Voilà.
Autre point qu'on n'a pas forcément abordé dans la partie règles, ce sont les petites cartes d'objectifs. En fait, chaque joueur en obtient 4 au début de la partie, donc il y a un petit paquet de cartes objectifs, on en obtient 4, il n'y a pas de draft ni quoi que ce soit. On les obtient et on doit les réaliser. C'est de l'objectif vraiment bateau. Il faut faire un truc pour obtenir en contrepartie un autre truc, soit un truc une fois par tour, soit du perma, soit du... C'est pas des très gros bonus. Et du prestige aussi. Et une étoile, effectivement, une étoile d'une couleur particulière. C'est pas des très gros trucs. Si, ça peut être très bizarre d'ailleurs. Il y a certains pouvoirs qui touchent à la bibliothèque directement, qui permettent de mettre plus de livres ou qui permettent de retirer des livres adverses. Et c'est ça qui est super. Enfin, pas adverses, mais des livres d'autres couleurs. C'est assez perturbant. En fait, le problème de ces cartes-là, c'est qu'elles donnent une direction. C'est une bonne chose pour les premières parties parce que ça lève un petit peu le brouillard. Ça a l'effet inverse justement de ce qu'on mentionnait sur le départ, en fait. Tu te dis, ok, je dois effectuer ça. Voilà, t'as une tâche et comme souvent, en fait, les objectifs, ça vous donne une guideline et après, vous pouvez avancer tranquillement dans cette direction. Le problème, c'est que ça donne des avantages qui sont assez aléatoires, en fait, aux joueurs, tant au niveau des étoiles que ça va vous proposer, qu'au niveau des pouvoirs que vous allez obtenir. Et en fait, moi, je trouve que ça parasite le jeu. Là où tu parlais de pureté tout à l'heure, je trouve que, en fait, ça, c'est un élément qui se superpose. Au lieu de s'intégrer au jeu, ça vient apporter une surcouche qui, pour moi, n'est pas du tout nécessaire. Alors, j'avais eu l'occasion d'en parler avec Fabio Lopiano. En fait, je lui ai dit, mais ça, moi, ça me gêne, en fait, dans le jeu. C'est chiant parce que je préférais m'en affranchir complètement et juste faire ma partie sans carte. Et il me disait, c'est bien pour les premières parties, mais ensuite, une fois que vous avez l'expérience sur le jeu, vous pouvez les retirer. Ce qu'on s'est empressé de faire, évidemment. Et puis, on ne joue plus avec. Je pense que, en fait, j'ai joué avec les parties, sur mes 2 premières, peut-être 2, 3 premières. Toutes les parties qu'on a fait à 2, on a joué sans. On a pu toucher. Et donc, en fait, c'est beaucoup mieux. En fait, il y a pas moyen. C'est 1000 fois mieux. On n'y est pas revenu. Et ça manque pas. Aucun besoin d'y retourner. Non, ça manque pas du tout. Voilà. Bon, c'est un petit point négatif à mentionner, mais heureusement, on a quand même un petit stock de points positifs qui restent. Notamment, on a ces alors pour moi, il y a il y a beaucoup de belles opportunités qui peuvent traîner, de multiples bonus de droite de gauche à aller saisir. Ça rejoint l'aspect tempo que je parlais tout à l'heure. Et de temps en temps, on peut avoir des super miracle turns. Alors ils sont durs à faire. Il y en a pas beaucoup dans la partie. Il faut arriver à bien les organiser, les préparer, tout ça. Et en plus, le problème, c'est que vous pouvez les préparer pendant longtemps et ça peut tomber complet parce que le joueur d'avant, il vous coupe l'herbe sous le pied complètement. Vous avez tout setup, c'est pareil, il n'y a plus qu'à claquer des doigts et ça ne fonctionne pas parce que le gars avant il vous a ratiposé. C'est hyper satisfaisant effectivement et surtout vu que quand on sait la rareté et l'aspect très très contraignant des ressources qui sont dans le jeu, quand t'arrives à passer un tour où tu récupères un max de trucs d'un seul coup, un scoring sur l'autre, tu récupères 1000 trucs, tu récupères plein de bouquins d'étoiles. Alors là vraiment, et puis du coup pour les autres vraiment ça fait la gueule autour de la table. En termes de mental, c'est chaud. Hein. Vraiment, il y a un vrai truc que je trouve dans le jeu là quand il se produit ce genre de choses. Bon, et puis sinon en termes de configuration, on disait que à 2 ça tourne très bien. À 2 c'est génial. On le tient en quoi, en 1h15. Allez, 1h15, 1h30 parce qu'on traîne un petit peu, mais comme les parties ont une géométrie très variable. Exactement, ça dépend des parties. Tout à l'heure, par exemple, on l'a fait, c'était beaucoup plus long. C'était long. Habituellement, c'est plus court que ça. Là, c'était long. En fait, la partie avait encore une forme très bizarre. Très particulière, comme on a réussi à tenir le jeu en 1h15 à peine. Ouais, je pense. On l'a tenu très rapidos. C'est ça. C'est très variable. Par contre, à 4 joueurs, c'est bien. 4 joueurs, ça peut être très long. Et il y a un problème pour moi à 4 joueurs, c'est que la configuration quand votre tour revient a énormément changé. Et ajouter à ça le fait que en fait quand on joue à 4, dans la mesure où on ne fait que terminer le tour actuel de table, admettons c'est le joueur 4, donc le dernier joueur qui déclenche les conditions de fin de partie, plus personne rejoue quoi. Donc ça peut être extrêmement sec. Ouais. Et ça peut être assez bizarre. Je trouve que la config idéale c'est 3 joueurs. C'est assez souvent en fait sur les euros et là en l'occurrence ça marche bien. Mais c'est à noter, c'est assez rare, suffisamment rare pour être souligné. À 2 ça fonctionne extrêmement bien. Mais je suis même étonné en fait qu'il fonctionne. Mais moi aussi, je suis toujours surpris. C'est vrai que je vais pas dire un reculon, mais je me disais bon. Oui, il faut tenter à 2. On fait la config 2 et puis on n'en parle plus. Vu qu'on voulait mais en fait, en parler, ça roule. le tester quoi. Ça roule de fou. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. On boucle dessus parce que à 2 ça tourne trop bien. Très très plaisant. C'est assez il n'y a pas à dire. Ouais.
Alors vous pouvez noter que c'est en fait un jeu qui est dans la lignée de Merv que vous voyez ici parce que en fait ça va former une sorte de triptyque, je pense. Merv qui est aussi un jeu de Fabio Lo Piano, illustré par Yann O'Toole, un petit peu dans les mêmes tons. Vous voyez que ça ressemble un petit peu en fait au niveau des couleurs qui sont choisies, thème historique et tout ça. Mais sinon concrètement, il n'y a pas grand lien en fait entre les deux jeux. Non, j'ai l'impression qu'il y a un fond de gameplay dans Merv, si je me souviens bien, pareil, il y a 4 sections. Oui, c'est ça. En fait, à part ça. Ben, c'est léger et moi je m'en suis lassé très vite de Merv. En fait, j'en ai fait 2-3 parties puis après c'était terminé. Et au final, ben, on voit qu'il n'est pas vraiment resté chez les joueurs. Contrairement à mon avis à celui-là. Ah, celui-là, il est, je pense, taillé pour durer. Ben non, mais vraiment, moi aussi, j'aimerais bien qu'il soit taillé pour durer. Taillé pour durer. Mais bref. Non, mais enfin, je veux dire, c'est quand même assez. Je trouve que les deux jeux n'ont aucun rapport en dehors de ces illustrations et de la chose historique. Voilà. Machin, mais en gros, celui-là, il y a vraiment une prise de risque. Par contre, c'est un cran dessus. Qui est alors attention. Rien à voir en termes de difficulté. C'est vraiment on est monté d'une Par grosse contre, je retrouve à peu près la même pureté de design. Moi, Merv m'avait marqué sur la pureté. Je le trouvais assez pur dans le design. Ok. Je le trouvais assez élégant, en fait. Je me souviens pas assez pour en parler, à vrai dire. Et tu retrouves, je trouve, à peu près cette élégance aussi dans Sankoré. Mais là, t'es clairement un niveau au-dessus. Bien sûr. Juste dû au scoring, en fait, qui est déjà ultra particulier. Et celui-là est quand même bien plus plaisant. Ouais. Merv, bon, voilà. Sankoré, on y retourne. On va passer maintenant au point matériel. Alors pour moi, le matos est vraiment de bonne qualité. Super cool. On a des petits meeples en bois figuratifs des différentes sections. Donc on a le droit, on a la théologie. Bon, on a vraiment plein de petits meeples très sympas. Ouais, c'est silkscreen en plus. Il y a des petits. Voilà, franchement, c'est très réussi. Bon, vous allez me dire à 80 balles le jeu, ça a le droit. Ça a le droit d'être joli. Mais globalement. Non, voilà, du bois, c'est sympa. Les bouquins sont bons, ils sont bien taillés. On voit bien que c'est des livres, quoi. Je veux dire, c'est pas juste des carrés et tout. Donc c'est vraiment bien fait. Les meeples cool, bien qu'un peu petits, je trouve. Ouais, les meeples sont petits. Ouais, les petits étudiants sont pas incroyables, mais bon, voilà, c'est vraiment chipoté. Et après, niveau des tuiles, bon, du punch très standard. Le punch standard, un peu. En fait, c'est le principal problème du matos, c'est la mise en place, en fait. La mise en place, c'est vraiment l'enfer. C'est un enfer. C'est très long. En fait, c'est pas très bien rangé dans la boîte. Il y a un insert. C'est bien rangé, mais c'est pas du tout pratique pour l'installer. Donc, il faudrait effectivement un insert un peu personnalisé avec des trays ou avec des trucs ou avec des petites choses déjà un peu préparées parce que là, effectivement, ça prend énormément de temps. Il faut faire plein de mélanges différents. Enfin, c'est super pénible. Avantage de tout ça, enfin je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas ça vient contrebalancer, c'est que pendant le jeu, comme il n'y a aucune manche, il n'y a pas de maintenance, il n'y a rien de particulier, en fait pendant le jeu, vous ne faites que jouer. Ça c'est hyper agréable je trouve, et vous revenez jamais sur la partie matos. Une fois que c'est en place, c'est en place. On n'en parle plus pendant toute la game. Et ça c'est cool. Et c'est un feeling vachement bien qu'on retrouve pas beaucoup, j'ai l'impression, où t'es dans le jeu et tu fais que jouer. Ben oui, souvent, en fait, on a de la manipulation, on doit remettre des trucs, on doit préparer la manche d'après, machin. Non, là, on s'en fout. Juste, on fait du tour par tour. Sachant que là, en plus, même dans les actions, les manips sont plutôt légères. Bah, ça reste tranquille. On prend un bouquin. Je pousse un étudiant, je pose un bouquin. Bon, ça va pas être des manips, je prends ci, je prends ça, je pousse. Non, ça reste, ça reste vraiment... Ça reste très, très raisonnable. Et ça, c'est vraiment super cool. Une fois que le plateau est en place, il n'y a plus qu'à jouer et tu t'amuses pendant 1 heure. Dernier point, les plateaux joueurs. Alors, ils sont en 2 parties. Cette partie-là, c'est du double couche, mais la deuxième couche, c'est la table, quoi. Et du coup, bon, c'est un petit peu dommage. Ça aurait mérité un vrai double couche, je pense. Et même ici, pour mettre les cours et les petites pièces de bois, ça aurait été vraiment... top. Ça aurait été ultra sympa d'avoir des vrais plateaux double couche. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, voilà. Sinon, globalement, c'est quand même relativement agréable à jouer, à manipuler. Il n'y a pas trop à se plaindre, juste la mise en place, quoi. Bon. On passe maintenant à la thématique et aux illustrations. Bon, sur la thématique, on est quand même dans un Eurogame, on est un petit peu sur du plaquage. C'est sympa, moi je trouve que c'est agréable parce que il y a une vraie recherche thématique de l'époque, de un événement marquant, entre guillemets, donc là en l'occurrence l'université, enfin l'école de Sankoré, dans laquelle il y avait effectivement une vraie fierté. Le jeu s'appelle The Pride of Mansa Musa. C'est vraiment c'était la fierté du truc, quoi. C'était les gars étaient fiers d'avoir des étudiants qui étaient très lettrés. On avait toute cette grande bibliothèque et tout ça. Je trouve ça hyper intéressant de le mettre dans un jeu euro comme ça, même si on n'est pas immergé complètement dans le thème, ça je vous le cache pas. Non, maintenant, c'est clair. C'est hyper joli.
Et moi, franchement, j'ai envie de jouer avec le matériel, j'ai envie de faire les actions qu'on me propose, et je m'y retrouve. Tu le poses sur la table, t'as envie de t'approcher et de regarder. Clairement. Mais déjà la boîte, tu vois que la boîte est déjà incroyable, à fond. Et t'as envie d'aller dessus. Et effectivement, moi, je suis très fan de Yann O'Toole. Pour moi, il y a rien à dire. Je veux dire, sur le plateau, c'est nickel, c'est compréhensible presque tout de suite. Ouais. Toutes les icônes sont hyper claires. La façon d'organiser, je trouve, est très sympa. Même, les mathématiques, vous avez un espèce de quadrillage avec une petite grille, une abscisse, une ordonnée. On retrouve en fait les différents trucs qu'on pourrait avoir, je trouve, dans les matières qui sont enseignées, quoi. Je trouve que c'est vraiment hyper. C'est super bien rendu, et puis les iconos sont vraiment ultra clairs. Ouais. Allez, j'ai un tout petit bémol sur la piste des faveurs là-bas, j'allais dire, où il y a des bonus qui redonnent la même icône que dans le jeu. Mais attention, les bonus là sont gratuits, il faut pas dépenser le livre associé. Bon. Il manque un tout petit truc de. Franchement, c'est cette piste de faveur là où il y a des petites erreurs. Tout petit truc à la con. Ouais, je suis d'accord. C'est un tout petit peu dommage. Franchement, le reste c'est limpide, c'est vraiment c'est très bien fait, on a envie d'y aller, c'est agréable à manipuler, on revient pas aux règles sans arrêt pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Il y a le petit truc du bandeau rouge pour dire on doit dépenser la ressource. Exactement. Et c'est très clair. Pour moi, c'est vraiment limpide, mais voilà. Allez, peut-être de temps en temps. Là, c'est vraiment du chipotage. Hein. Ok, sur l'astronomie, quand on est sur les cours, sur les boîtes les plus à droite, où il faut dépenser 3 heures à la place de 2, bon, tu le vois pas forcément. Tu l'aperçois. Ouais, c'est un peu loin. Et un truc qu'on oublie systématiquement, c'est quand on se pose dans la section mathématiques, on oublie de prendre l'or. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pour quelle raison, parce qu'en plus, elles sont bien apparentes. Oui, c'est bien apparent. Là, c'est plus un, je sais pas, c'est peut-être nous. On est débiles, peut-être. Je vois que ça. On passe maintenant à l'interaction dans Sankoré. Alors, l'interaction peut sembler extrêmement violente et va pas plaire à tout le monde. Ça peut être extrêmement clivant. Ça gratte. Tout ça dû aux shared incentives, en fait, qu'on retrouve dans tout le jeu, dû à ce scoring ultra atypique. Et ça va tout le temps tirer et ça va tout le temps chouiner, quoi, parce que tu te prépares une majorité. 2 tours après, il n'y a plus rien. Elle a fondu. Elle a disparu. Non, mais c'est exactement ça. Ça a fondu, il n'y a plus rien, alors que tu as mis toutes tes billes là-dedans. Oh là là. Dernière partie, tu pars à fond sur le turquoise, tu te dis, ça score 4 points. Eh ben non, fin de partie, ça score 2. Non, mais c'était fou. Non, mais ce midi, on commence la partie, je récupère un gros lot d'étoiles oranges, donc du coup, derrière, il fait pareil. On commence à build la bibliothèque full orange. Fin de la partie, l'orange vaut 1 point. Bon. Terminé. Bon, on l'a complètement ratimoise pendant la game. Ça se tire dessus, c'est incroyable. Fou. Mais c'est très fort et c'est très. Nous, on est exactement à la recherche de ce genre d'interaction. Complet. Pour nous, c'est exactement le corps de cible. Hein. C'est vraiment ce qu'on attend d'un jeu de société. Mais clairement, il faut savoir que si vous arrivez dessus avec un prisme pur Eurogame, ça va gratter quoi. Ouais. Ça va gratter très très fort. Il y a rien qui rattrape. Si vous avez pas les bonnes étoiles, c'est zéro. C'est walou. Voilà. Vous aurez rien. En fait, donc, vous allez retrouver le côté euro dans beaucoup de ces mechas. En fait, dans le jeu, tour par tour, en fait, ce qu'on y fait, il y a un feeling hyper Lacerda de je dois utiliser ces ressources, je dois ce truc, mais dans son scoring. Mais à la fin, c'est sharp, quoi, c'est tranché, et il y a pas du tout il y a rien qui vous récupère, je veux dire. Enfin, il y a pas c'est le genre de jeu où pour moi, il y a pas de catch-up. Si vous êtes parti sur la mauvaise couleur et qu'on l'a enterré dans la bibliothèque, c'est finito. Vous aurez rien. Donc, il faut le savoir. Nous, ça nous fait kiffer à mort. Et je pense qu'il y a plein d'autres joueurs qui vont adorer ça. Et ça peut être frustrant. Mais ça sera certainement un petit peu clivant. Surtout quand t'as eu l'impression de t'être battu, et puis qu'à la fin, ça passe pas, et que tu te récoltes et t'as rien du tout, quoi. Tu fais 10 points et l'autre en face, il en fait 80. Ça gratte. Bon, ça gratte, quoi. Moi, je vous conseille de persévérer. Si jamais ça a merdé sur la première expérience, retournez-y parce que c'est complètement maîtrisable. J'ai lu des commentaires qui disent c'est chaotique, la bibliothèque a complètement changé, gna gna gna. Bon, bref, en gros, faut s'adapter. En fait, vraiment, faut savoir s'adapter aussi. C'est vrai, il faut s'adapter. N'y jouez pas à 4. Je pense que là, c'est vraiment la config où c'est le plus susceptible de se produire, où effectivement, c'est moins contrôlable. Mais à 3 et à 2, c'est parfaitement contrôlable. Et surtout, il faut que vous preniez la main dessus. Vous pouvez pas vous plaindre d'une situation où, en fait, vous avez pas agi sur la bibliothèque. C'est du début à la fin. Ouais, voilà, exactement. Et si vous voulez un peu plus de contrôle, dégagez ça. Ça, pas bon. On termine par l'aspect rejouabilité du jeu. Le jeu est,
Extrêmement rejouable, hein, je pense. Moi, je m'en lasse pas du tout. J'ai envie d'y retourner à mort. Là, on l'a installé, on va le jouer parce que on gâche pas une installation. Je peux vous le dire, on ne gâche pas une installation. Et donc, mais régal. Enfin, les parties, elles sont jamais les mêmes. N'ont rien à voir. Jamais pareil. D'une fois sur l'autre, on peut jouer, comme tu disais, le temps est très variable. Et effectivement, comme la fin de partie est à notre main à 100%, en fait, ça peut durer des plombs, on peut faire des très grands scores, comme on peut finir à 35 points contre 30, quoi. Exactement. Donc, c'est... Mais sa rejouabilité, pour moi, elle tient vraiment sur deux choses. Dû à son interaction, déjà. Ouais. Ah bien sûr. Et là-dessus, c'est les joueurs qui refont, bien sûr. Toujours quelque chose de différent. C'est clair. Et après, tu as de la rejouabilité au niveau du setup. Setup, effectivement, et puis de ce que vous avez décidé d'appliquer comme stratégie, parce que là, on est dans la phase où on essaie des trucs. Ouais, là, on teste. On voit si ça marche ou pas, quoi, et puis on verra bien. Mais simplement, le jeu vraiment propose une vraie expérience, et on en a fait plein de parties, puis je pense qu'on va continuer à en faire, en fait. Donc, voilà, vous pouvez y aller. Exactement. Vous pouvez y aller sans crainte, et c'est 80 € bien investis. On en a terminé pour Sankoré, vous l'avez compris, un jeu qu'on a adoré et dont on va refaire certainement énormément de parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben et Dylan pour les recettes ludiques, et on vous dit à bientôt. À bientôt.